Le 9 juillet 2021, le député de la France Insoumise Loïc Prud'homme tweet: Les plateaux télé et radio, devenus la fabrique de la vérité, relaient avec zèle les idées d'un régime autoritaire qui parle de vaccination Covid obligatoire, oubliant dans ce cas précis le code de Nuremberg. Un détail. Une fois la stupeur de ce parallèle passé, j'ai pris le temps de faire quelques recherches. Cette rhétorique a émergé dans les milieux conspirationnistes et anti-vax il y a quelque temps. C'est une infirmière, le 11 janvier sur Twitter, qui lance la charge quelques jours après le début de la campagne de vaccination en France. Je refuse d'administrer ce vaccin à quiconque. Je ne souhaite pas commettre une expérience médicale en violation du code de Nuremberg et une atteinte à l'intégrité d'autrui par administration de substances potentiellement nuisibles en application de l'article 222-15 du code pénal. Quelques milliers de partages de tweets plus tard, cet argumentaire agite ce texte comme la preuve criminelle de la gestion sanitaire de la crise du Covid. Derrière cette rhétorique, il y a surtout un héritage commun par l'évocation Nuremberg et le spectre des crimes nazis. Ce qui pose beaucoup de questions que l'on peut résumer ainsi. D'où vient le code de Nuremberg? Pourquoi a-t-il été écrit? Est-ce pertinent de le mobiliser? Commençons par le commencement. C'est quoi les procès de Nuremberg? Il s'agit d'un procès pénal international qui dura du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 à Nuremberg, qui juge 24 responsables du Troisième Reich. 4 chefs d'accusation sont alors invoqués: complot, crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. 12 des accusés seront pendus, 7 emprisonnés à perpétuité. Quelques jours après la fin de ce premier procès, le tribunal militaire américain ouvre un second procès, dit procès des médecins, qui juge 23 accusés, dont 20 médecins. De ce procès est créé le code de Nuremberg. Ici aussi, plusieurs condamnations à mort conclurent le procès. Pourquoi ce procès des médecins? Dans les camps de la mort, des expérimentations ont eu lieu sur des déportés, en majorité juifs. Le plus célèbre de ces docteurs est Joseph Mengele, dont la fuite en Amérique du Sud et la chute du Reich lui permit d'éviter tout procès, et où il mourut en 1979. Parmi les exactions de ces médecins, on peut citer des expériences dites de congélation, utilisant des prisonniers afin de développer un traitement efficace contre l'hypothermie, des expositions aux gaz de guerre en vue d'en trouver des remèdes, des amputations sans cause médicale, l'infection volontaire au typhus ou aux maladies sanguines, si possible sur des jumeaux, afin d'assassiner l'autre pour pouvoir comparer les évolutions du corps lors des autopsies. Sur les personnes atteintes d'hétérochromie, Mengele injectait des produits chimiques dans les yeux pour essayer d'en modifier la couleur, et après l'exécution des patients, les yeux étaient retirés et conservés. C'est à ces crimes que le code de Nuremberg répond. C'est cette violence-là que vous mobilisez quand vous faites appel à ce document. Vous comparez des scientifiques et des tortionnaires qui s'amusaient à mettre de l'acide dans des... Pour parler du code en question, il s'agit de la liste de 10 critères utilisés par le tribunal pour apprécier le caractère licite ou illicite des expérimentations humaines reprochées aux 23 accusés. Des médecins donc pour la plupart. Cette liste a rapidement circulé de manière autonome sous la dénomination du Code de Nuremberg. Elle a été lue dans les milieux politiques et médicaux comme un corpus de prétextes déontologiques et de maximes morales s'imposant aux expérimentateurs. Parmi les critères, on notera le consentement volontaire du patient. Aujourd'hui, on parlerait plus de consentement éclairé. L'expérience doit avoir pour objet le bien de l'humanité, toutes les souffrances dispensables doivent être évitées, les prises de risque doivent être proportionnées à l'enjeu sanitaire que connaît l'humanité, etc. Maintenant, une dernière question se pose. Ce code est-il mobilisable comme un argument légal? La réponse est non. La confusion vient très probablement de sa genèse. C'était effectivement une pièce juridique internationale au départ, mais sa place dans la doctrine juridique a été perdue de vue à terme. C'est donc un document historique qui n'a aucune valeur légale en France. Si vous voulez creuser le sujet, je vous recommande la lecture des travaux de Philippe Amiel, en particulier Des cobayes et des hommes, expérimentation sur l'être humain et justice, ainsi que La vérité perdue du Code de Nuremberg, réception et déformation du Code de Nuremberg en France. En France, c'est la loi Huriet-Seruskla de 1988 qui va pour la première fois encadrer formellement les recherches biomédicales sur l'homme, dans l'espoir de mettre fin aux expérimentations sauvages. Il est d'ailleurs assez hasardeux de comparer la vaccination à une expérience médicale ou à un empoisonnement. Aucune preuve n'abonde en ce sens. Pour terminer, j'aurai quelques questions pour les rhéteurs qui diffusent ce discours. N'avez-vous donc aucune décence? N'avez-vous donc aucune dignité? N'avez-vous donc aucune honte? Faire référence ainsi à Nuremberg, c'est estimer que le parallèle avec le nazisme est pertinent. C'est estimer que les époques se ressemblent et que la volonté de vacciner le maximum pour le bien commun est équivalente à la haine, la violence et l'horreur du nazisme. Parce que ne vous y trompez pas, l'Europe est encore pleine des stigmates hitlériens. Si vous voulez savoir ce qu'est un État autoritaire qui veut exterminer une partie de sa population, allez au Rodur-sur-Glane, allez à Treblinka, allez à Birkenau. Et quand vous circulerez au milieu des décombres et que vous regarderez ces lieux où des innocents sont morts, dites-moi, oseriez-vous encore la comparaison? Le complotisme est un mouvement prophétique.
Vous annoncez des morts par fourgon entier. Vous annoncez un nouveau génocide. Où sont les disparitions? Où sont les charniers? Où sont les soldats qui massent les corps dans les fosses communes? La dernière question est donc plus simple. Ceux qui produisent ce discours n'ont pas les compétences historiques pour l'assumer. Pourtant, ils l'affichent avec certitude sur leur réseau. Si la légitimité de leur argumentaire peut être mise en cause sur des questions aussi crispantes, n'est-il pas permis de douter du reste de leur affirmation? Alors pour terminer, j'aimerais finir sur une poésie de Primo Levi, un vrai rescapé des camps. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas le repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui, pour un non. Considérez si c'est une femme que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de son souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-le à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détruisent.